Le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule États-Unis, la démocratie contre le peuple. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube et d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de nous suivre pour X, de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre? Oui, alors ce titre, c'est un titre qui est assez logique puisque dans tous les pays d'Occident, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Depuis quelques années, il y a une peur bleue de la part de tous les establishments des réactions populaires qui ne sont plus disciplinées comme elles pouvaient l'être avant. Les États-Unis, d'ailleurs, tu sais, il y avait un certain historien, Christopher Lasch, très célèbre, qui avait parlé de la révolte des élites contre le peuple dans son ouvrage de 1994, et c'est en plein dedans. Alors, la démocratie, oui, aux États-Unis, on parle de our democracy, notre démocratie. Notre démocratie est en danger. Il y a toujours un adversaire de la démocratie. Donc c'est comme en France quand ils utilisent le mot république. En France, le mot république est le mot émotionnel. Aux États-Unis, c'est la démocratie. Alors, bon, c'était donc ça la raison véritable, mais fondamentalement, l'oligarchie, pardon, a peur. Deuxièmement, les électeurs de Trump, qui représentent 75 millions d'individus, font peur. Et troisièmement, il faut tout faire pour empêcher que Trump et ses électeurs prennent le pouvoir, parce que il faut, à la limite, interdire la démocratie pour pouvoir la sauver. Donc c'est le syllogisme fallacieux et j'allais dire diabolique dans lequel les États-Unis se trouvent emprisonnés maintenant. Alors, quel est le but de cette stratégie du peuple ennemi de la démocratie? Oui, alors la stratégie, ça consiste fondamentalement à changer les choses de fond en comble constitutionnellement. Alors pour le faire, il y a d'abord une chose simple, c'est de faire monter la température. Oh, certainement pas apaiser le climat social. Donc, arriver à un stade insurrectionnel ou pré-insurrectionnel ou prétendument insurrectionnel pour maintenir en permanence sur la longue durée un état d'exception, un état d'urgence, un état martial, ce qui veut dire donc stimuler tout ce qui peut faire peur à l'intérieur ou à l'extérieur dans les conflits internationaux. Alors ensuite, quand on a fait monter la température, il y a aussi une autre chose à faire puisque les choses vont mal finalement pour les oligarchies là-dessus, à ce sujet-là, c'est casser le thermomètre. C'est-à-dire qu'il faut modifier certains aspects de la Constitution pour biaiser le fonctionnement du système. Alors, il y a une chose qui est absolument dans le numéro un des priorités pour les démocrates et les establishments en général, parce que quand on dit démocrate républicain, ça ne veut plus rien dire, c'est le parti unique contre les partis constitutionnalistes, finalement. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est déjà une réforme de la Cour suprême. Ils veulent changer le système qui existe depuis l'époque de la Révolution américaine, de la Constitution américaine, pour pouvoir maintenir toujours le contrôle idéologique de la Cour suprême. On va voir pourquoi, parce que là, en ce moment, ils en prennent plein la figure. Ils veulent créer de nouveaux États pour pouvoir briser cette espèce de 50-50 qu'on a en permanence au Sénat américain, où il y a toujours la moitié et la moitié. Il faut toujours une voix de plus pour arbitrer, pour faire passer les lois. C'est pas facile, il n'y a pas de majorité bien ferme. Donc, par exemple, il faudrait transformer Porto Rico en État, il faudrait transformer le district de Washington, donc la capitale, en État. Donc, ça ferait déjà 4 sénateurs de plus et bien des députés de plus. Donc ça bouleverserait aussi les choses. Et puis il y a le plan naturellement qui est le plan rampant depuis toujours, qui a commencé déjà il y a longtemps, mais qui continue et qui s'accélère. C'est quand on fait rentrer, comme on l'a fait maintenant, 40 millions de migrants aux États-Unis, il faut ensuite les enregistrer, les immatriculer, ils vont ensuite s'intégrer peu à peu dans la société, faire des demandes de permis de conduire, et dans le même formulaire de demande du permis de conduire dans certains États, ils disent citoyen, pas citoyen, oui, même si c'est pas vrai. Et puis après, donc, ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales.
Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi une pratique assez connue d'ailleurs. André, il faut rappeler à nos auditeurs qu'aux États-Unis, comme tous les pays anglo-saxons, il n'y a pas de carte d'identité obligatoire. Oui, et il n'y a pas de, sauf dans 4 États, il n'y a pas de preuve de nationalité à apporter le jour où on va voter. Donc ça repose sur la confiance. Le système Absolument. marchait bien. Donc c'était les vieux systèmes anglo-saxons où à l'époque, tant que tu mens pas, tu as beaucoup de liberté, mais si tu mens, tu peux prendre derrière la tête. Alors ça, c'est effectivement une chose importante. Et donc, l'idée générale, c'est que la situation devenait structurellement ingérable avec les mouvements démographiques, puisqu'on s'aperçoit aussi que les immigrants ne votent pas nécessairement pour le Parti démocrate maintenant. Donc tout ça fait qu'ils ont besoin d'une cinquantaine d'années, pourrait-on dire, de tranquillité, comme il y en a eu 50 ou 60 avant, pour continuer les réformes sociétales et pour surtout continuer aussi les réformes géopolitiques, puisqu'ils veulent effectivement transformer la géopolitique du monde pour que effectivement les grandes entreprises transnationales puissent bénéficier du pactole, de la reconstruction des pays qui auront été en guerre. Donc ça, c'est une chose qui est assez facile à voir d'ailleurs. Donc voilà un petit peu le but de cette stratégie, casser le thermomètre, faire monter la température et modifier la société et sa constitution. Alors, André, que se passe-t-il côté Trump et côté Biden? Alors côté Trump, ce qui s'est passé, c'est que depuis que Trump a fait sa campagne, on a appliqué un plan assez original et assez puissant qui consistait à faire comme en 2020 avec quelque chose en plus. En 2020, Biden est resté enterré dans son sous-sol, il n'a pas fait de débat et Trump s'est dépêtré avec la Covid. Là, il n'y avait pas la Covid, on a fait en sorte que Trump se dépêtre avec ses procès. Donc on a lancé un chapelet de procès dont le calendrier était fait pour que ça lui apporte un maximum de dommages politiques et en même temps ça l'empêche de bénéficier des procédures d'appel suffisamment tôt avant l'élection. Donc il y aurait toujours une suspicion sur le fait de savoir s'il était un insurrectionniste, s'il trahissait les secrets d'État, s'il était un pornocrate absolument pervers. Donc le but de la manœuvre, c'était qu'on puisse comprendre que Trump était un pornocrate, était quelqu'un qui trahissait les secrets, était quelqu'un qui était un corrompu, était quelqu'un qui fraudait les lois électorales, et j'en passe. Donc c'était ça le but de la manœuvre, et surtout avec cette peur de l'insurrection, c'est-à-dire que la suspicion de Trump, l'insurrectionnel, était ça qui devait guider la campagne de Biden, lui sans trop se fatiguer, laissant faire les médias, pour ensuite cultiver l'opinion dans la peur de Trump. Et je pense, André, qu'il voulait quand même descendre politiquement Trump sur les primaires républicaines, c'est-à-dire même pas arriver à l'élection nationale. Alors, tu as totalement raison. Et ce qui s'est passé, il y avait Pierce Morgan qui disait hier à la télévision que il se souvenait d'il y a à peu près un an, quand donc Trump s'était déclaré candidat. Celui qui caracolait en tête dans les sondages républicains, c'était le gouverneur de Floride. Et du jour où il y a eu la photographie thromboscopique du ministère du shérif, donc le mugshot de Donald Trump, tout s'est inversé. C'est-à-dire que toute cette campagne de criminalisation de Trump, en réalité, a fait réagir l'opinion dans un sens totalement opposé de ce à quoi les démocrates et les amis républicains des démocrates s'attendaient. Donc ça a été un événement absolument incroyable. Je dirais même que dans les populations immigrées, ça a particulièrement joué, ou dans les populations dites de couleur, comme les Noirs, qui eux aussi, il y a eu plusieurs déclarations ironiques ou parfois sérieuses de Noirs qui disaient finalement, tout comme nous, il est passé par la police, il est maintenant des nôtres. Donc ça a créé une espèce de tendance assez particulière parce que les démocrates, encore une fois, faisaient des sales coups à la vieille façon, mais ils sont face à un ectoplasme politique qui s'adapte à tous les terrains, comme les Donald Trump, et surtout, ils font face à une situation politique du pays qu'ils ne comprennent plus, en fait. C'est ça la véritable raison. Teflon Trump.
Et du côté Biden, André, Alors du côté Biden, l'idée c'était encore une fois de laisser Biden faire sa sieste le plus longtemps possible à la Maison Blanche, à Camp David et ailleurs, et laisser la quelques dizaines de personnes de la Maison Blanche gérer les États-Unis, et laisser surtout une centaine de personnes qui ont été mobilisées en 2016 pour démolir Trump avec l'affaire russe. Ça date de là. C'est toute une équipe de gens des services secrets, des avocats, des lobbyistes, des financiers qui avaient à l'époque bâti tous ces dossiers anti-Trump. Ils ont ensuite, quand il y a eu l'élection de 2020, et tenté en vain d'ailleurs, puisque Trump a perdu, de démolir Trump. Ils avaient déjà prévu un plan pour délégitimiser Trump une fois qu'il aurait été élu, pour organiser justement un climat insurrectionnel au cas où il aurait été élu, etc., etc. Et ça, je renvoie ça à Matt Taibbi qui a publié un excellent article et une belle interview qui explique comment ces 100 à 160 personnes sont d'ores et déjà maintenant à la manœuvre, ou étaient à la manœuvre, dans le cadre de la candidature de Biden, pour l'aider à passer jusqu'à la ligne d'arrivée sans trop se fatiguer. Alors, ça, c'était le plan initial. Le problème, c'est que ce plan ne fonctionne pas vraiment bien non plus, parce que Trump a mangé de la laine sur le dos de Biden en ce qui concerne les électorats noirs et les électorats hispaniques. Trump aujourd'hui a 50% des intentions de vote hispaniques, c'est du jamais vu, il avait 25%. Chez les noirs, il a chez les hommes noirs 30 à 40%. C'est du jamais vu. c'était à Donc 10-15. effectivement, c'est cette clientèle classique des démocrates disparaît sous leurs pieds. Et Trump gagne toujours sur la clientèle asiatique, les Indo-Pakistanais, les musulmans même, paradoxalement. Et donc, effectivement, c'est un candidat qui ratisse partout, dans les classes moyennes, chez les blanches, chez les gens de nationalités différentes ou d'ethnicités différentes, et sur les classes d'âge, totalement bien, il est bien réparti partout, de plus en plus. Donc, il y a eu une tentative de la dernière chance, c'était d'organiser un débat, comme tu l'as su, là, assez rapidement, parce qu'on espérait, avec la condamnation de Trump de New York, avec tous les scandales autour des procès, on espérait que Biden, dans le débat, présenterait Trump comme un convicted felon, c'est-à-dire un criminel inculpé, avec toutes les histoires salacieuses, etc., toute la pub derrière qui tomberait, avec tous les extraits du procès, avec l'acteur porno, l'actrice porno, etc., etc. Mais Biden est arrivé à ce débat en exploitant zéro de tout ce beau plan d'affaires qui avait été mis en place avec beaucoup d'argent, avec le ministère de la Justice, avec les tribunaux dans plusieurs États, au pénal comme au civil. Il a absolument pas exploité ça. Trump est resté discret, contrairement au débat de 2020 où il aurait mieux fait de se taire, parce que Biden était déjà un peu faiblard à l'époque. Et Biden s'est enfoncé, mais il a été aussi enfoncé et tué par CNN. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec Biden? On ne sait pas trop finalement. Ce qu'on sait, c'est que il y a une grande angoisse de la part des establishments, c'est que Trump maintenant a 4 à 5 à 6 points d'avance au niveau national sur Biden, que ça se traduit ensuite dans les États pivots par aussi des points d'avance, peut-être à l'exception d'un où c'est encore un petit peu 50-50. Donc ça veut dire qu'il est parti pour gagner l'élection. Et on s'aperçoit que Biden, en dépit de 8 jours de formation avec 16 formateurs pour apprendre par cœur des réponses à des questions types, ce qui est probablement l'erreur, parce que quand on a une fatigue mentale, c'est pas en apprenant par cœur des choses qu'on va s'en sortir aussi complexe avec des citations économiques, avec des citations juridiques, etc. Ils ont fait une grosse erreur. Ou alors ils l'ont entraîné dans un traquenard. Ça peut être aussi l'autre façon de faire pour le faire paraître mal. On n'a pas la réponse. Il y a eu plusieurs démocrates et toute la presse a commencé à dire il faut trouver une autre solution pour battre Trump parce que c'est la démocratie qui est en danger. Notre démocratie est en danger. On oublie le fait quand même que du côté Biden, on respecte pas non plus la démocratie, puisque Biden, les électeurs, les grands électeurs, le peuple a voté pour lui. Il a déjà ses grands électeurs. C'est à lui
Donc, on voudrait effacer tout ça sous prétexte qu'il ne va pas gagner l'élection. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on ne respecte pas les règles de l'élection. Ce qu'on veut, c'est les règles de la victoire politique. À la limite, ça peut se comprendre, mais pour des gens qui font de la morale en permanence, ça se comprend moins. Donc, voilà un peu la situation. Est-ce qu'ils veulent se débarrasser de Biden ou pas? Je sais que toi-même, tu as un certain nombre de réflexions là-dessus et sur la façon dont ils pourraient ou ne pourraient pas le faire. On peut engager la discussion là. Ah ben, écoute, moi je pense que déjà, ils ne s'attendaient pas à que l'état de santé de Biden se détériore si rapidement. Et le problème des maladies neurologiques, c'est qu'effectivement, c'est pas ça peut être une détérioration lente, mais elle peut être très rapide. Et j'ai vu dernièrement des clips de la campagne qui montrent Biden d'il y a un an, juste un an, quand il était déjà malade, et maintenant, et la détérioration a été très très rapide. Moi, ce que j'ai entendu, par contre, où les démocrates ont un problème, c'est que Biden, quand il a fait ses accords pour être candidat, et il n'a pas envie et il veut rester candidat, c'est lui qui tient la caisse. Et cette caisse, c'est des millions de dollars, comme tu sais, ne peut aller qu'à Kamala Harris. Or, les démocrates savent très bien qu'avec Kamala Harris, la vice-présidente, ils perdent automatiquement les élections. C'est assuré. Donc, Oui, je pense qu'il y a une question d'argent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de Biden. Et j'ai bien peur, et je fais un lien tout de suite rapide sur la politique étrangère, qu'avec Biden, que s'il insiste de rester comme candidat, ça lui convient d'attiser la guerre au Proche-Orient. C'est-à-dire, ils vont pousser les Israéliens à entrer au Sud-Liban. oui. Si il démissionne en tant que candidat, parce qu'il est sénile ou qu'il le reconnaît, il devrait normalement démissionner en tant que président. Absolument, Donc il ça veut devrait être dire président. qu'automatiquement, c'est Kamala Harris. Et d'une certaine façon, il est sauvé. C'est pour ça qu'il était à lui-même aussi un ectoplasme qu'on baladait un peu comme ça sur une planche à roulettes. Quand on le rentrait, on le sortait pour dire deux, trois mots. Mais la réalité, c'est qu'ils peuvent pas laisser la présidence à Kamala Harris aujourd'hui, parce que là, c'est sûr qu'elle assure sa nomination. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est sûr que Madame Jill Biden, la docteure Jill Biden, elle s'accroche, mais c'est pas elle qui est la plus importante maintenant. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir comment et qui va faire la politique internationale et nationale de déstructuration du pays. Et là, derrière, il y a quand même des gens de haut calibre qui pourraient le faire. Est-ce qu'il y a un coup d'État total qui va se faire au Parti démocrate? Et à ce moment-là, les investisseurs pourront se rallier. On ne sait pas. Mais il est certain qu'il y a des combinaisons. On en parle comme la quatrième République en France. Il y a le gouverneur du Michigan, Madame Whitmer, qui, elle, est dans un état pivot. Donc, si elle contrôle les voix, elle a une chance d'élire. Si elle se prend un numéro 2, effectivement, qui coche toutes les cases de l'arc-en-ciel, à ce moment-là, ça pourra peut-être marcher. Mais le problème, c'est que Kamala Harris, outre la compétence qu'on lui présuppose être nulle, mais moi j'en sais rien, à vrai dire, c'est ce que disent les gens, hein. Mais elle fait de mauvaises campagnes, et chaque fois qu'elle recrute du monde, comme à la Maison Blanche par exemple, elle les vire ou ils démissionnent parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec elle. Donc c'est un signe qui montre que c'est pas une bonne leader de toute façon. Le fantôme dont personne ne parle, qui est Madame Obama. Et c'est où je voulais arriver. Je pense que le Parti démocrate a un autre problème. À part qu'il paraît que Madame Obama ne veut pas se présenter. Mais ils ont un autre problème, c'est que leurs dirigeants, c'est-à-dire la clique Clinton et Obama, est elle-même âgée. Pelosi, Obama, ils ont tous 80 ans. Même Sanders, qui est l'opposition de gauche, il a plus de 80 ans. Donc Oui. l'état-major du Parti démocrate est vieux. Alors, c'est très intéressant parce que aussi tout à l'heure, quand tu posais la question de savoir pourquoi ce titre, j'avais pensé un moment j'ai entendu je crois que c'était le type, c'est un Anglais qui s'appelle, je crois, Mansfield ou je ne sais plus, qui est un professeur britannique et qui disait que finalement l'Occident est en train de devenir l'URSS. C'est-à-dire que à la fois au niveau des classes politiques, c'est la même hésitation, les gens qui s'accrochent, qui veulent contrôler le pouvoir, qui sont prêts à éliminer toutes les règles antérieures, casser le thermomètre justement. Et dans une société, en particulier les États-Unis,
qui est quand même une société qui a tous les vices sociétaux qu'avait la Russie soviétique, l'alcoolisme, la dénatalité, le suicide, qui est quand même étonnant. Alors, d'Europe, peut-être que vous le voyez pas, mais aux États-Unis, c'est assez frappant. Il y a deux pays. Il y a un pays d'élite et un pays qui souffre finalement. Alors donc, voilà où on en est. Alors, quoi qu'il arrive à Biden, il est certain que Trump va encore en prendre pour son matricule parce que Matt Taibbi il l'a dit, tout le groupe dont je parlais tout à l'heure, du Transition Integrity Project, qui dure maintenant depuis 10 ans, qui se réveille à chaque élection, il est là, c'est le groupe des sales coups. Et il est le ministère de la Justice, ça a fuité, je crois, dans le New York Times ou Washington Post, a dit qu'il était hors de question de ralentir toutes les procédures pénales et légales contre Trump dans la période où il est élu et entre le moment où il est élu en novembre et le moment où il va prêter serment en janvier. Donc, il va s'attendre encore on va lui jeter encore l'évier, les casseroles, la machine à laver, le frigidaire sur la figure, jusque-là. Et après, bah, ils inventeront probablement autre chose. Sauf qu'ils auront un président qui sera peut-être mieux formé pour le pouvoir qu'il ne l'était la dernière fois. Finalement, donc les États-Unis sont dans une guerre civile non déclarée. Alors, selon toi, qui va gagner cette guerre civile, André? Alors, déjà, la guerre civile, si tu veux, il y a deux clans, si je peux me permettre de faire un peu le professeur d'histoire, mais on en avait parlé dans une des Bye Bye USA, une chronique Bye Bye USA. Aux États-Unis, depuis toujours, il y a le clan des centralisateurs et des décentralisateurs, le clan des protectionnistes et le clan du libre-échange. Et ces deux tendances continuent toujours, elles montent, elles descendent, elles commencent. Donc là, aujourd'hui, on a des puritains d'un côté qui font à la fois du wokisme et du bellicisme international. Donc on déstructure à l'intérieur, on ouvre les frontières au maximum. Ça, on n'a pas peur des pays étrangers, mais par contre, les pays étrangers qui nous plaisent pas parce qu'on a envie de faire main basse sur leurs actifs, ceux-là, ce sont des pays qui sont des pays sataniques et donc il faut leur faire la guerre perpétuelle, comme dirait La Fontaine. Alors on a ça et puis on a les constitutionnalistes qui sont justement les Trumpistes, lui, il se trouve au milieu, mais il surfe pour l'instant sur la vague constitutionnaliste, c'est-à-dire les États d'abord, la population d'abord, le fédéral est une résultante. Et il n'a que quelques fonctions à remplir. On l'a vu sur la Cour suprême, il a effectivement délégué aux États, enfin c'est pas lui, les juges ont délégué aux États la responsabilité de l'avortement, mais sur tous les grands problèmes économiques, fiscaux ou autres, ça peut évoluer de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire que les États peuvent gagner du poil de la bête. Et la raison de cette guerre civile, c'est qu'il apporte maintenant un discours structuré avec quelques alliés autour de lui sur le fait, sur cette situation qui pourrait se créer où il y a la présidence de gagner, il y a le Congrès de gagner, et il y a les gouverneurs de gagner dans un maximum d'États, sauf quelques-uns, les assemblées législatives des États gagnées dans un maximum d'États, et là, il pourrait effectivement procéder lui-même, il en avait parlé, à des modifications du système américain sur la base constitutionnelle. Comme tu le sais peut-être, aux États-Unis, il y a un projet qui s'appelle Convention of States, c'est-à-dire que il est parfaitement possible aux États-Unis que les États se réunissent entre eux pour décider de modifier quoi que ce soit de la Constitution d'une part, ou quoi que ce soit du fonctionnement de la bureaucratie. Il y a par exemple, à partir de maintenant, il n'y a plus de dette publique. Exemple extrême. Donc, ça veut dire que ça devient dangereux si tout le grassroots, tout ce qui est au niveau du sol et qui remonte, et il n'y a que des machines comme les machines trumpistes pour faire monter ça. Surtout que maintenant, il a des alliés idéologiques, il a toutes sortes de jeunes gens qui tournent autour de lui, il a des parlementaires. Les vieux républicains ne font que suivre en essayant de se placer chez lui pour pouvoir peut-être envoyer quelques bombes en Ukraine ou en Russie, parce que ça, c'est pas fini aussi. On va voir qui va-t-il prendre comme vice-président, qui va-t-il prendre comme ministre. Il a le choix. Il peut prendre des gens très bien, qui vont développer le pays et qui vont faire baisser la tension, ou il va au contraire avoir prendre des gens qui lui feront monter la tension avec la Chine, avec la Taïwan, avec la Corée, avec Iran? la Russie, etc., etc. Alors, qui va gagner cette guerre? C'est pas le peuple américain,
dans l'immédiat en tout cas, c'est pas les peuples européens, c'est pas la Chine, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Eurosibérie, c'est effectivement probablement de toute façon quelques oligarchies économiques qui de toute façon tiennent le système parce que le système ne peut pas se passer. Quand tu vois par exemple que BlackRock c'est équivalent de l'Allemagne, de la France et de l'Italie ensemble, tu vois un peu que tout le monde doit obéir à des gens comme ça, ne serait-ce que par prudence. Et ces gens-là, eux, les BlackRock et tous les autres, les gens de l'agroalimentaire, etc., ils veulent de nouvelles terres, ils veulent de nouveaux pays, ils veulent de nouvelles infrastructures à développer, donc davantage de guerre. La question que tu posais tout à l'heure sur le Moyen-Orient, c'est peut-être la plus cruciale, parce que je pense pas que ça va être de la Russie et de l'Ukraine que c'est le danger et le pire pour l'instant. Mais ça peut être effectivement le danger d'une hubris particulièrement violente de la part de certains camps israéliens qui, en dépit de l'opposition d'autres camps israéliens, prendraient des risques insensés à vouloir multiplier la guerre sur 7 fronts, comme disait Netanyahou. Et pour protéger Biden ou en utilisant Biden, quoi, un des deux. Oui, oui, parce que oui, tout ce qui concerne Israël, c'est véritablement les États-Unis. Donc c'est pas, ça change. C'est l'Israël, c'est un État américain quasiment. Donc il n'y a pas les mêmes logiques qu'avec les Européens, avec même la communauté européenne, etc. Donc effectivement, peut-être que pour protéger Biden, il faut un conflit supplémentaire. Il y aura un état d'urgence où il y aura quelque chose d'équivalent et il va y avoir une coalition d'unité nationale et même Trump suivrait à ce moment-là parce que n'oublions pas que Trump lui-même s'est fait maxi-financer ces temps derniers par les groupes de pression israéliens, y compris ceux des technologies. C'est la première fois que la Silicon Valley donne autant d'argent à Trump parce que il y a aussi un intérêt géostratégique pour la Silicon Valley, c'est aussi tous les débouchés dans le Moyen-Orient, les accords d'Abraham, c'est Israël comme vecteur de cette redistribution de technologies. En ce moment, Netanyahou, il est en train de mettre en quasi-faillite la Silicon Valley israélienne parce que ils sont complètement en porte-à-faux avec toute la crise. Bon, Archambault et Dawed, c'est fini pour cette émission. À la prochaine. À la Merci. prochaine.